Le zouave du pont de l'Alma. On se rappelle les images, en 1910, la Seine lui arrivait au-dessus des épaules. Pourquoi en parler? Parce que c'est les inondations qui sont la menace la plus évidente aujourd'hui, le risque climatique le plus fort, le plus violent, le plus aléatoire aussi. Donc il faut réagir. Mais que faire? On peut imaginer de démultiplier les zouaves parce que la menace n'est plus tellement au niveau de la ville, mais au niveau de la métropole. On parle plus de 2 millions d'habitants, mais de 12 millions. Donc il faut imaginer des zouaves qui sont un peu partout, qui donnent la cote d'alerte, mais aussi de rappel de la menace avec laquelle on vit. Et quoi faire d'autre? Travailler déjà, commencer à s'occuper de l'existant, du déjà là, pour faire en sorte que des catastrophes aberrantes comme Faute-sur-Mer il y a quelques années ou comme celle d'aujourd'hui au sud de la France ne se reproduisent plus. Et ensuite, faire des projets audacieux qui intègrent toutes ces menaces-là, tous ces risques-là, pour faire coexister l'habitat, les projets industriels, les infrastructures. C'est ce qu'on a proposé, nous, pour HR. Et enfin, faire en sorte qu'on vive dans une société où les risques sont partagés, mais aussi les responsabilités. Et ça, c'est notre charge la plus importante pour les années à venir. Ce que nous proposons, c'est l'image de la mangrove pour expliquer le système des grandes gares parisiennes et comment elles pourraient être fabriquées. Qu'est-ce qu'une mangrove? Une mangrove, c'est cet ensemble de palétuviers qui sont au bord de l'eau, qui plongent des racines et puis qui se régénèrent à partir du sous-sol. Donc en fait, cette image elle est assez forte parce que c'est un système qui existe déjà beaucoup dans le système du métro parisien. Pour prendre un exemple très, très connu, les sous-sols du BHV, le rayon du bricolage, il y a des gens qui vont le dimanche, ils restent dans le sous-sol, ils sont branchés directement à la ligne de métro, ils ressortent, ils repartent. Mais vous avez des systèmes beaucoup plus complexes comme Rivoli, Châtelet-Les-Halles, vous avez des systèmes beaucoup plus complexes comme Saint-Lazare, Aubert, Opéra, et tout ça c'est fabriqué de façon presque organique, en se branchant successivement jusqu'à arriver à des ensembles très très compliqués. Et c'est ça en partant de ces observations-là, c'est ce que nous proposons, et nous essayons que l'avenir ne soit pas injurié, que le Grand Paris Express soit pensé comme ça, c'est-à-dire comme un système qui puisse se connecter, parce que 80% va être en correspondance. Donc c'est très important que ces correspondances soient attractives et émergent éventuellement directement dans un certain nombre d'opportunités qui existent. Alors nous travaillons sur le dessous des villes, c'est-à-dire faire vivre cet épiderme qui se trouve sous nos bâtiments pour leur créer une forme de racine, un système racinaire, un rhizome dans lequel l'activité urbaine, dans lequel en fait tout ce que nous connaissons au-dessus du sol va se retrouver sous le sol, mais avec des conditions de lumière naturelle, avec des conditions de ventilation naturelle, c'est-à-dire que nous n'allons pas vivre enterrés dans le sol, nous allons au contraire faire sortir du sol ou prolonger dans le sol notre activité urbaine. Un collage manifeste, la Poste du Louvre, qui va être complètement restructurée. Ça permet évidemment de protéger le patrimoine, de faire vivre de façon intense et 24 heures sur 24 un bâtiment qui, historiquement, a toujours vécu 24 heures sur 24, mais cette fois-ci ouvert sur le quartier, et qui pourrait se prolonger par une grande station de métro, comme ici à Villejuif, devant l'hôpital Gustave-Roussy, une station de métro de plein air à 50 mètres de profondeur, avec donc ventilation, éclairage naturel. Vous sortez du métro, vous levez la tête, vous voyez le ciel, vous avez au-dessus de vous un bâtiment historique, vous avez de part et d'autre de vous la ville qui se prolonge comme un grand atrium urbain, avec des activités, avec des lieux d'études qui sont en contact avec l'hôpital. Donc finalement, vous êtes dans la ville alors que vous êtes à 50 mètres de profondeur, mais avec un éclairage naturel, aucun couloir, une nouvelle vision, une nouvelle perception, une nouvelle sensation de l'urbain. Il faut construire 70 000 logements, il ne faut pas consommer plus de 50 kW. On a théâtre 2 et 3. Les logements sont des chiffres, mais des chiffres joliment habillés, avec de belles façades, de belles balcons, des couleurs, etc. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt élever la façade et regarder ce qui se passe à l'intérieur, le mode de vie des personnes. Par exemple, aujourd'hui,
on constate que, alors qu'on a une grande crise de logement, de production de logement, et une préoccupation pour le développement durable et l'optimisation, on voit que la moitié des appartements de petites couronnes se trouvent sous-peuplés. Par exemple, on a beaucoup de T5 qui sont habités par des personnes âgées qui habitent toutes seules après le départ de ses enfants. Donc, ils habitent un logement qui ne s'adapte plus à ses besoins. Donc, pour les architectes, il s'avère impératif aujourd'hui de dessiner des appartements évolutifs qui soient capables d'évoluer par rapport aux besoins des habitants. Cela les permettra à l'habitant de pouvoir se détacher une partie de l'appartement quand ils n'ont plus besoin d'elle. Et tout ça génère une part de logement beaucoup plus résiliente, ce qui se cadre dans une démarche véritablement durable, parce qu'on fait plus et meilleur avec moins. Recycler le périphérique en monument habité et peut-être en village olympique pour 2024. Alors on est ici sur le périphérique Porte de Bagnolet. On s'aperçoit qu'il s'agit d'une véritable nuisance à tout point de vue, coupure symbolique, physique, visuelle, qui apporte énormément de pollution à la fois atmosphérique, on le voit tous les jours à Paris, et sonore bien sûr. Il y a plus de 200 000 personnes qui subissent le bruit du périphérique en tant que riverains. Comment envisager la mutation de cette infrastructure qui est un cas unique en Europe? Il n'y a que la ville de Paris qui a une autoroute urbaine à moins de 5 km du centre de Notre-Dame. Alors on s'est posé beaucoup de questions. On pense, nous, dans notre équipe, que la mutation des infrastructures autoroutières au cœur des grandes métropoles est un sujet vraiment primordial pour l'avenir de ces métropoles. Il y a des alternatives, évidemment. On travaille sur plusieurs hypothèses, mais celle qui nous paraît la plus radicale et la plus intéressante et la plus opportune, c'est de couper radicalement le trafic autoroutier et de transformer cette infrastructure conservée en monument habité.